Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 10e épisode déjà de la 2e saison de Cold Facts. On va commencer avec Fribourg qui couche sur 2 victoires. Alors, est-ce que c'est le lancement véritable de la saison à Fribourg? On enchaîne avec Bienne qui alterne, défaite à Langnau au tir au but et puis victoire dans un match au sommet contre Zurich, 4-3 après prolongation. On se posera la question de savoir si Bienne a tendance à sélectionner ses matchs. Lausanne, qui lui, après 2 défaites, est rentré de Rapperswil avec 1 victoire. Et on parlera longuement de ce premier but lausannois qui est consécutif à un coach challenge pour hors-jeu. Est-ce qu'il y avait vraiment, mais les images n'étaient pas concluantes. Et puis on terminera avec Genève, qui a perdu 2 matchs, 5-4 après prolongation à Berne, et mardi soir, 4-2 contre Zug. Salut Greg. Salut Jean-Fred, dernière ligne droite avant la trêve de l'équipe nationale, dernier épisode pré-pause on va dire, t'es prêt? Prêt, pas de soucis, un peu prêt comme Gauthieron j'ai envie de dire, parce que ça va pas trop mal ces temps. Ouais, est-ce que la pause arrive au bon moment? C'est toujours comme ça la question qu'on se pose, est-ce que lorsqu'il y a une trêve de l'équipe nationale, en l'occurrence c'est une semaine, je sais pas, des fois c'est presque 2 ou 10 jours, ou d'un samedi au vendredi suivant, là Fribourg joue mardi et rejoue le mardi suivant, donc c'est presque comme s'il n'y avait pas de pause. Et comme il n'y aura pas 36 internationaux à Fribourg, à part Brodin qui part avec la Suède, ça va, je crois qu'ils vont pouvoir bosser. Puis pour l'instant, honnêtement, une victoire à domicile contre Lausanne et une victoire dans le derby des Zeringen à Berne. J'ai envie de dire, même si Lausanne n'était pas dans une période la plus faste des périodes, et si Berne a une saison compliquée selon les standards bernois. Ou compliquée tout court, à part ça. Mais c'est quand même 2 beaux statements finalement. Maintenant, est-ce qu'on va dire c'est bon, Fribourg en play-off, ils vont remonter? Je pense qu'on va bien se garder de faire ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Le fameux never too high, never too low. On n'a pas été trop low quand Fribourg était pas bon. Je pense que maintenant, il ne faut pas être trop high non plus. Par contre, ça valide quand même le fait qu'ils travaillent dans la bonne direction, je trouve, Fribourg. Et ça m'avait marqué, surtout à Davos, dans une moindre mesure, le match que j'ai vu, mais seulement à la télé contre Langnau. Ils perdent 1-0 contre Langnau, donc défensivement, c'était très en place. Offensivement, c'était une bouillie. À Davos, Fribourg a la meilleure équipe sur la glace, s'incline malgré tout. Mais là, tu te disais déjà contre Davos, tu dis, ouais, ok, elle vaut un peu mieux que son classement, cette équipe de Fribourg. Puis derrière, tu as 2 statements, c'est le bon terme. Tu as 2 victoires en 60 minutes contre de gros adversaires. Ces 6 points-là, ils font beaucoup de bien dans le sens où, déjà, ils comblent un peu les 2 défaites contre Langnau et Davos d'avant. Ça permet de préparer le match contre Zug, le dernier avant la pause, de manière un poil plus sereine. Tu as un peu moins de pression de points en allant à Zug, où c'est quand même pas simple d'aller. Les Genevois en savent quelque chose. Donc, je pense que ces points, ils sont hyper importants. Fribourg a quitté la dernière place. Ça aussi, psychologiquement, c'est pas perdu. Plus que 4 points sur la barre. Que 4 points, mine de rien. J'ai l'impression qu'on a... j'ai l'impression chaque saison, c'est un peu la même chose. On encense une équipe très vite, et on en enterre une autre très vite, au sens général, pas assez micro forcément. Puis tu te retrouves à te dire, mais en fait, l'équipe qu'on a encensée depuis le début de saison, c'est Genève, qui se retrouve avec 18 matchs, 27 points. Puis l'équipe qu'on a enterrée, c'est Fribourg, 15-17. 3 matchs d'écart, 10 points d'écart. C'est pas énorme la différence finalement entre les deux. Il faut les gagner, ces matchs de retard, c'est comme d'hab, c'est pas les livrets de 3. Mais quand même, la différence, elle n'est pas aussi grande que ce qu'on pouvait avoir comme impression, on va dire, de l'extérieur. Et là, Fribourg, les points qu'ils viennent de faire, ça relance tout, finalement. Ouais, tu disais, le match contre la bouillie offensive contre Langnau, où ils perdent 1-0. Finalement, les 2 victoires, elles viennent 3-2 contre Lausanne. C'est pas un gros score. C'est plutôt, finalement, une bonne performance de la défense. Et 2-1 à Berne, là aussi, finalement, tu gagnes en encaissant qu'un seul but. Est-ce à dire que les gardiens à Fribourg, Ludovic Weber et surtout Reto Berra, qui est le numéro 1, là aussi, finalement, il y avait un peu débat, de savoir, tu l'as posé aussi comme question sur Twitter, savoir, vous mettez qui, en n'ayant pas forcément une réponse toute faite, même si toi, tu avais une petite idée. Voilà. Ma réponse, mais ça ne veut pas dire que c'était la vérité. Exactement, ce n'était pas forcément la vérité, mais finalement... Berra a prouvé à Berne que le choix de Christian Dubé, de Sean Simpson, de Pavel Rosa était le bon, de l'envoyer. Et en disant aussi, c'est notre gardien numéro 1. S'il n'y avait pas encore ces histoires de contrat, peut-être qu'à la rigueur, tu pourrais te dire, éventuellement, même qu'il est international, mettons-le un peu sous pression ou n'importe quoi. Là, tu peux pas, parce que pendant 4 ans, les 4 ans supplémentaires qui viennent,
c'est ton gardien numéro 1. Oui, Donc, puis surtout, il était pas mauvais. Moi, c'est ça aussi qui m'a surpris dans tout ce débat autour de Weber, l'invincible, contre Berra, la passoire. J'ai l'impression que c'était presque exagéré la différence de niveau entre les deux gardiens. Certes, la différence, elle était en termes de points. Berra perdait les matchs, Weber les gagnait. Au bout d'un moment, ce que tu veux, c'est gagner des matchs. Je comprends la théorie là derrière, mais après, si tu regardes froidement les chiffres, tu dis que Berra est canardé, mais malgré tout, il a le même pourcentage d'arrêt, ou presque. Il a 0,3 d'écart que... ouais, on va dire que c'est la même chose, quoi. Plus ou moins la même chose. Au-delà de 92% d'arrêt, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que Berra, il était un peu agaçant. C'était sur certains buts où tu dis, ça, il doit presque l'avoir. C'est un soft goal par match, où j'exagère, pas un par match, mais quand même, un but où tu dis, presque ça, il avait le droit de l'arrêter, celui-ci. Mais malgré ça, pour moi, la différence, actuellement, effectivement, Gauthieron doit beaucoup bétonner, et pour une raison assez évidente, il leur manque leur deuxième ligne. Avec Bikoff et Sprunger absents, c'est quand même censé être tes deux meilleurs attaquants suisses qui sont absents. Donc, tant que les deux ne sont pas là, c'est un peu ce à quoi est contraint Fribourg-Gotteron. Tu dis, Berra, les soft goals, je pense aussi qu'on pardonne plus facilement à Ludovic Weber, finalement. Ce qu'on va moins pardonner à un gardien. On a l'impression que Berra, il doit être, s'il n'est pas parfait, ben, il est nul, en gros. Ouais, puis c'est pas évident. C'est le gardien que tu reviens de signer très cher. Il a fait monter les enchères. A raison, hein, il était seul sur le marché à ce moment-là, ou presque. Il fait monter les enchères, donc derrière, tu en attends encore 2 fois plus. Puis inconsciemment, tu dis, attends, c'est le gardien de l'équipe nationale, il va tout arrêter, en gros. Puis dès qu'il encaisse un but, c'est pas normal, c'est hors norme. Tandis que Ludovic Weber, quand il encaisse un but, tu peux te dire, ouais, bon, bah, ça reste le numéro 2, machin. Weber a été très bon sur ces 3 matchs, mais il n'a eu que 22 shoots par match. J'enlève aucun mérite à Ludovic Weber. Mais après, ça pose une autre question, c'est comment Fribourg défend avec Ludovic Weber, comment Fribourg défend avec Reto Berra. Et j'ai vraiment l'impression que ce match de Berne, c'est énorme. La performance défensive de toute l'équipe autour de Reto Berra, là aussi où justement on pouvait se poser la question, est-ce qu'ils se battent plus pour un ou l'autre gardien? J'aime pas cette théorie-là, comme j'aime pas la théorie de l'équipe qui joue contre un entraîneur. C'est pas aussi simple que ça. Je pense pas que... On va dire un nom au hasard de défenseur fribourgeois, les Marc Kaplanalp, il se dit c'est Berra derrière, ça m'emmerde. Non, là il se démerde, quoi. Il prend ce shoot, tant pis pour lui. Par contre, avec Weber, il se serait couché. Je pense que c'est pas aussi simple. Par contre, inconsciemment, le jeu de toute l'équipe est différent. On va peut-être moins se projeter vers l'avant, on va moins risquer l'interception sur une passe, quitte à se mettre mal derrière, en se disant ouais, mais c'est Weber derrière, c'est notre numéro 2. Encore une fois, rien contre Weber. Mais Berra, c'est censé être l'assurance tout risque. Et inconsciemment, peut-être tu joues différemment devant le gardien. Ça ne veut pas dire qu'ils se battent moins pour lui. Par contre, à Berne, c'est 21 shoots bloqués. Tu voyais les Fribourgeois, ils se couchaient sur tous les pucks. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à ce moment-là. Et défensivement, d'être structuré, ça ne veut pas dire jouer un jeu stéréotypé, ça veut dire aussi laisser un minimum d'espace. Et à Berne, c'était impressionnant comme Berne a été cantonné aux extérieurs. Et les shoots qu'a pris Reto Berra, il a fait 2-3 très gros arrêts, mais il a aussi beaucoup d'arrêts qui sont facilités par un jeu défensif très bien en place. Est-ce que Mark French, tout ce qu'il a installé pendant quand même des années à Fribourg, est parvenu finalement, c'est un peu dans l'ADN, dans les gènes des Fribourgeois, et finalement, il n'y a qu'à réactiver un bouton de la part de Dubé et de Simpson, et puis tout d'un coup, on sait faire finalement. Bon, ils ont quand même changé deux, trois petits détails défensivement. Je dis pas sur le style, mais je pense qu'il y a des bases des fondations assez solides. D'ailleurs, après le match à Berne, on a eu Christian Dubé à l'interview, puis je lui ai demandé ce qu'il avait finalement changé dans cette équipe fribourgeoise par rapport à avant, où Fribourg était considéré comme trop solide, on va dire, ou trop stéréotypé derrière, trop castrateur, on va dire. Et maintenant, on est censé les faire jouer un peu plus, puis ils sont encore plus solides qu'avant. Et ça m'a un peu interpellé. J'ai posé la question à Christian Dubé, mais je vous laisse écouter sa réponse. Je pense qu'on a quand même une structure défensive. On a travaillé ça lors des derniers jours, mais je pense que c'est une question d'attitude, une question de bloquer des shoots, de se battre. Les gars plongent à terre, donc tu vois vraiment que les gars se battent un pour l'autre. Et puis, je pense que c'est ce qui fait la différence, ces petits détails-là. Et puis, tu sais, c'est pas toujours, comme je l'ai dit en anglais, X and O's, ça fonctionne, mais c'est une question, je répète ce mot-là, attitude. Est-ce que vous jouez plus simple un peu? Non, on joue quand même assez simple avant, c'est juste qu'on joue d'une manière différente. Une fois qu'on a le puck, on est plus, avant on était beaucoup nord-sud, on est quand même est-ouest aussi, donc on essaie de créer de différents côtés de la glace, et puis je pense que c'est plus compliqué pour les autres équipes aussi. On peut attaquer
des trois couloirs. Donc je pense que c'est important dans le hockey d'aujourd'hui. Finalement, cette dernière phrase de Christian Dubé, pour moi, elle est assez révélatrice. On peut jouer sur les 3 couloirs, donc les 2 ailiers et le centre peuvent plus facilement se projeter vers l'avant. C'est exactement ce que me disait Victor Stolberg au moment du départ de Mark French. Il n'avait rien contre ce coach, mais il disait moi j'en ai marre de longer les bandes et puis d'aller gratter des pucks dans les bandes. Comme un DVD de cachot. Tout le temps, exactement. Et voilà, il a redonné cette liberté offensive peut-être à certains joueurs. Est-ce que de manière inconsciente, les joueurs acceptent plus facilement le sacrifice derrière en se disant la récompense va être de pouvoir plus facilement se projeter vers l'avant, plus facilement jouer au hockey. Jouer finalement, c'est un jeu. C'est ce qui n'était plus vraiment le cas à la fin de l'ère French, qui a amené beaucoup de bonnes choses. Je pense que j'aime pas trop l'aspect taper sur les coachs une fois qu'ils sont plus là. Non, je pense qu'il a amené quelque chose d'important à Fribourg, Mark French, quand il était présent. Mais là, voilà, il y a une structure défensive qui est bien en place et il y a un jeu qui va plus vite vers l'avant. Finalement, c'est assez moderne comme façon de voir le jeu actuellement. Ouais, on a l'impression qu'on peut faire toutes les grandes théories qu'on veut, raconter des schémas tactiques et tout, mais que finalement, le hockey, quand on revient aux bases, simplement d'avoir du plaisir de jouer avec des joueurs qui sont des bons techniciens, parce que de demander à David Desharnais de faire du jeu défensif alors que c'est un créateur, tu te dis que c'est peut-être un petit peu contre-productif, puis c'est un peu la même chose pour les soucis des fois en powerplay, peu importe l'équipe, mais de se dire, forcément, shooter le puck vers le but, puis espérer une vieille déviation, puis un goal qui va venir, en général, ça marche dans, je sais pas moi, 90-95% des cas, puis que tu peux te dire, ouais, mais alors j'ai fait un schéma tel et tel, puis que c'est compliqué, puis de revenir aux bases. Si tu regardes le 2-0 de Fribourg de Mathias Rossi, c'est quoi ? C'est un tir de la bleue. Dévié. S'il est devant le but, il dévie le puck au bon endroit. Schlegel paraît pas très bien sur ce but, mais et encore, c'est pas évident. C'est juste aller à cet endroit-là, aller accepter de prendre 2 coups pour marquer. Eric Fer le fait de manière brillante avec Genève, on l'a encore vu contre Zug. Ils savent aller dans ces endroits-là, ces joueurs, et Fribourg, en faisant 0 contre Langnau et en marquant un but à Davos, il manquait encore cet aspect-là, et on voit que ça vient gentiment. Et moi, je me demande, sans enlever de mérite à qui que ce soit derrière le banc, quelle est la part de Shane Simpson aussi dans certaines choses qui vont bien actuellement, parce que Dieu sait si ça a persiflé, on va dire, au moment de l'accueil ou de l'arrivée de Shane Simpson. Je pense qu'il ne fait pas tout faux non plus à ce moment-là. Maintenant, comme on l'a dit au début de cette partie sur Fribourg-Gotteron, 2 victoires, c'est la 2e fois de la saison où ils ont 2 de suite, c'est pas non plus pas sorti d'affaire. Mais sauf erreur en revenant, alors il y a encore un match à Zug avant la pause. Ouais. Compliqué quand même d'aller jouer à Zug, mais derrière la pause, et c'est là où ça va être intéressant, le calendrier de Fribourg-Gotteron, c'est à la maison contre Genève, à la maison contre Ambry, à Rapperswil, à la maison contre Genève. Cette petite période de 4 matchs là, elle peut vraiment, vraiment être intéressante. Tu peux être dans les 2 sens, tu me diras, mais avec 2 matchs à la maison, 2 matchs à l'extérieur, Genève, maison extérieure, Ambry, Rapi. Il y a de quoi vraiment combler ce dernier gap avec la barre. Ouais, peu importe, finalement, on dit pas... si je comprends bien que tu dis pas c'est des équipes faciles à jouer, non. Mais c'est clair que si tu dois te taper 2 fois Zurich, 2 fois Zug, admettons, ou bien encore Berne-Lausanne, je sais pas, forcément c'est plus compliqué. Là, sur le papier en tout cas, avec une équipe qui revient, ça peut aller. D'ailleurs, on a une question de Tom Maillot qui demande, est-ce que Fribourg finalement a une chance d'aller en play-off ? Alors, avant ces 2 matchs, Lausanne et Berne, je t'aurais répondu qu'ils ont intérêt de ramener 5-6 points sur les matchs Lausanne, Berne et Zug avant la pause. Sinon, ce serait vraiment compliqué. Pour moi, les 6 points sont en banque en 2 matchs en plus. Donc oui, là, Fribourg a clairement une chance d'aller en play-off. Après, ils ont utilisé leur droit au joker, on va dire. Avec 15 matchs, 17 points, t'es quand même à 1,1 point par match. Va falloir un tout petit peu augmenter cette moyenne. Mais Langnau n'est qu'à 4 points avec un match en moins, avec un match en plus. Donc oui, Fribourg a clairement une chance d'aller en play-off. Mais les 4 matchs que tu as identifiés, ça me fait penser un petit peu à la période qu'a connue Genève en début de saison, avec une période où ils gagnent plusieurs matchs de suite. Et finalement, après, tu peux te permettre, en ayant fait cette période faste, on va dire, de faire du victoire à la maison, défaite à l'extérieur, victoire à la maison, puis d'avoir ce fameux 1,5 points qui te permet d'aller en play-off. Pour que Fribourg puisse avoir cette chance, il faudra juste avoir
une séquence ultra positive pour après pouvoir se permettre de faire du défaite-victoire de manière très schématique. Hein. Bah, tout à fait. Si tu regardes les 3 matchs de retard qu'a Fribourg sur Genève, et 10 points. En gros, si tu gagnes ces 3 matchs-là, tu es à 1 point de Genève qui est clairement dans la course au play-off. Donc, il faut cette petite période positive. Tu as complètement raison. Ou au-delà d'une période positive, si tu fais 2 victoires, 1 défaite, ça ne doit pas être forcément à la suite. Mais Fribourg va devoir quand même faire durer une période plus que 1.5 par match, sinon ça va être compliqué. The Birdie Man qui dit à l'heure où tout se modernise, Dubé assume 2 fonctions, on le rappelle, à la fois entraîneur et directeur sportif. Est-ce que ça fait pas un peu pain fromage? C'est lui qui reprend cette expression que tu as popularisé, on va dire. Attention. Est-ce que les gros mots. est-ce que ça peut réussir? Si on réfléchit, on se dit, il y avait Chris Maxorley, il y avait Arnaud Delcourteau d'une certaine manière aussi à Davos. Bien sûr. Finalement, ces airs-là qui ont marqué le hockey suisse du début du 21e siècle, hein, on a un peu passé maintenant. On se dit, tiens, on définit quand même bien les rôles. J'ai l'impression que c'est peut-être viable sur le court terme, plus compliqué sur le long terme. Bah, ça dépend comment tu définis court et long terme. Dans un monde idéal, je suis persuadé que Christian Dubé est conscient que c'est pas ça la recette magique pour avoir du succès. C'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut plus scouter, il faut plus préparer, il faut préparer. Il y a tout un travail de scouting de l'adversaire, des éventuels renforts. De manière générale, il n'est pas là pour se tourner les pouces et regarder les matchs. Donc effectivement, dans un monde parfait, c'est compliqué d'assumer les 2 casquettes. Raison pour laquelle Shane Simpson est arrivé, parce que justement, il prend une partie de ce travail préparatoire qu'aurait dû faire Dubé sans cette présence. Ça le soulage un peu. Je pense qu'à moyen terme, Christian Dubé devra choisir, soit il reste sur le banc et ils engagent un nouveau GM pour la saison prochaine, soit il reprend sa place de GM puis il nomme un coach qui a les mêmes qualités que lui ou les mêmes choses qu'il a pu identifier en étant dans le vestiaire finalement. Il se mettra plus en danger en étant sur le banc qu'en étant dans les bureaux, je pense quand même, mine de rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, non, effectivement, à moyen terme déjà, c'est compliqué. Maintenant, encore une fois, définissons quel est le court et quel est le moyen terme. En l'état, Fribourg au moment où il prend cette décision, Fribourg, c'était l'urgence absolue. En gros, il faut que quelque chose se passe vite, sinon Fribourg va rater cette saison. La solution qui a été identifiée, c'est je prends la lance à incendie et puis je mets un casque et puis je vais tenter d'aller éteindre ça. Pour l'instant, la toiture brûle encore, mais c'est en train de s'éteindre. On verra jusqu'à quand. Il doit peu dormir ces temps, hein, je pense. Ça doit être compliqué comme période. Maintenant, il faut voir. La pause équipe peut aussi être intéressante pour justement reprendre certains dossiers. Et je suis convaincu que ces après-midi, il ne les passe pas au golf. Du coup, c'est certaines critiques ou certains sourires sur des directeurs sportifs qui vont très fréquemment au golf et qui améliorent leur handicap plus que leur équipe. Lui, je pense que là, son handicap au golf, il ne doit pas bouger en ce moment, quoi. Le terme handicap étant particulièrement bien choisi dans des cas où c'est un petit peu compliqué. Effectif de Fribourg, c'est Sébastien Berset. Hein. On continue, c'est la dernière question à propos de Gauthieron. Est-ce qu'il est vraiment aussi bon qu'annoncé? Alors, lui dit, les étrangers, ok, ça, ils font le job. Mais les Suisses derrière, peu léger. Et puis, est-ce qu'on peut espérer une bonne campagne de transfert? Alors, oui, les étrangers sont pour moi de bons étrangers. Gunderson vaut 2 défenseurs à lui tout seul. Il est tellement fort, ce joueur. J'adore le voir jouer. Il est discret, mais tu regardes à la fin du match, il a tout le temps fait son point. Il fait pas vraiment d'erreur. Alors que moi, on m'a quand même dit, tu verras, Gunderson, c'est 3 highlights offensifs et c'est 2 conneries défensives. J'avais répondu, du coup, ça veut dire que... Tu gagnes 3-2. Tu gagnes 3-2. Mais je crois que ça n'avait pas convaincu mon interlocuteur quand je lui ai répondu ça. Derrière, ouais, c'est un peu léger, oui et non. D'ailleurs, Gunderson, je suis mode de te couper, mais il a un contrat qui va jusqu'à la fin de la saison. Oui. Finalement, et je pense qu'il doit y avoir une option quand même quelque part. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Fribourg a envie de leur signer, tu penses? Parce que... Oui, Fribourg a envie de leur signer, mais il y a d'autres clubs ont envie de signer Ryan Gunderson. Évidemment, il débarque, il fait 15 matchs, 12 points, il va être top scorer au prochain match, en théorie. Tu as envie de signer un joueur comme ça. Maintenant, c'est tôt. C'est le marché des étrangers, il me semble qu'il n'est pas encore... Ou alors Arcobello, évidemment. Hein. Oui, mais c'est le marché des étrangers qui jouent en Suisse. Donc forcément... Qui sont dominants en Suisse. Qui sont dominants en Suisse. Du coup, quand on voit qu'on peut envoyer des grosses sommes sur certains joueurs, et je me dis, là, Dubé, pour le coup... Tu dis, il passe pas ses après-midi au golf, là, il est en train de se poser la question déjà maintenant, en fait. C'est terrible, hein, parce que tu te dis 15 matchs, c'est rien. Mais non, déjà maintenant, à cause de ce système, tu dois déjà te dire... Et
finalement, est-ce que tu vas faire une bonne opération, une mauvaise opération? Parce que ça va toujours être à combien tu l'évalues finalement. Puis c'est dur en 15 matchs d'évaluer un joueur. C'est aussi pour ça que je pense que le marché n'est pas encore autour de lui. Je peux clairement me tromper sur ce coup-là. J'ai entendu, et je ne sors pas un nom générique sur ce coup-là, mais j'ai entendu le nom de Lausanne intéressé par Gunderson. Mais là aussi, c'est le genre de théorie qu'on fait quand même assez régulièrement en disant, mais en même temps, si tu es sur le marché pour un défenseur étranger, et Lausanne l'est ou le sera, et que tu n'es pas intéressé par un des meilleurs défenseurs étrangers actuellement en Suisse, faut peut-être changer de métier ou devenir golfeur, quoi. Mais donc, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour le marché Gunderson. La défense, oui, elle est un peu légère. Et en même temps, j'ai envie de dire non si tu regardes le match à Berne. Et Philippe Fourer fait un match incroyable à Berne. Vraiment, je l'ai rarement vu aussi bon que ce match-là. Il était défensivement bon, propre à la relance. Il se projetait vers l'avant. C'est ça qui est intéressant maintenant. Je trouve que les défenseurs se projettent beaucoup plus vers l'avant. On voit plus Camerza en attaque. On voit plus Fourer venir soutenir l'attaque aussi. Puis après, les autres, ils sont là. Ils font le job. Moi, Aurélien Marty, je trouve que c'est un bon renfort. Oui, c'est pas un nom ronflant. Mais est-ce que tu as besoin de non ronflant à tous les étages? Je suis pas convaincu. Donc, mais par contre, tu peux faire un upgrade. C'est pas qu'Aurélien Marty est un mauvais défenseur, mais peut-être que sur le marché des transferts, tu identifies cette position-là qu'il a, ou Schneeberger. Mais le problème, c'est que Schneeberger a encore une année de contrat. Si tu veux upgrader Schneeberger, en fait, tu fais pas jouer Schneeberger, tu upgrades Schneeberger. Ça, c'est un vrai avantage avec ce joueur. Bien sûr. Au-delà de la blague, il faut quand même. Non, c'était pas une blague, c'était complètement sérieux. Mais il a son contrat, ça c'est un peu le souci. Il va faire les saucisses. Marco Forer est une bonne surprise aussi. Il a un bon gabarit, malheureusement il est blessé actuellement, mais il a un bon gabarit. Il est assez sobre, il fait pas d'erreur. Et moi je trouve que cette équipe, bien sûr que si Cal Anderson se dit mon rêve a toujours été de jouer à Fribourg, faut imaginer qu'ils se le disent pas. Bien sûr que tu le prends. C'est une évidence. Si Miroz Reed s'est dit mon rêve ça a toujours été de jouer à Fribourg, c'est un upgrade. D'ailleurs Zug ne le veut plus de ce que j'ai entendu, mais ça c'est. Ouais, j'allais dire tu balances pas le nom au hasard. Alors lier Zrid et Fribourg, oui c'est un hasard total. Par contre Zrid est sur le marché, je pense, pourrait quitter Zug l'année prochaine. Bref, oui, si tu arrives à trouver des défenseurs, si Thomas Thierry est libre, c'est moi j'adore ce joueur, je l'ai déjà répété à l'envie. Oui, il va falloir trouver des défenseurs, surtout qu'il y a pas mal de défenseurs en fin de contrat. On parlait de la question portée aussi sur l'avenir. Il y a que Fourer et Schneeberger qui ont encore un contrat en fait. Voilà, plus un étranger, que tu l'appelles Gunderson X ou Y, il est quand même sous contrat. Pour moi Marty reste, pour moi Chavaya reste, en plus de Fourer, de l'étranger. Pour moi, Camerza peut même rester. Et après, si tu en as un ou deux qui viennent, c'est pas perdu. Souter, Thierry, bien joué. Mais je pense que Thierry va rester en Suisse allemande de ce que j'entends. Mais je n'ai encore pas réussi à identifier le club. Puis devant, oui, ça me semble un peu léger en termes de profondeur. Ah oui, David Ebicher, l'année prochaine aussi, va revenir à Fribourg en théorie. C'est léger en termes de profondeur. Il y a 2 blessés. Puis tu commences à te dire, oulala, on fait jouer 26 minutes Desharnais, Stolberg. Donc là, il manque un petit peu de substance devant. Il y a pas mal d'attaquants qui sont en fin de contrat. Les Lotak. Il est toujours à contre-temps, donc au bout d'un moment, lui aussi, il sera à contre-temps ailleurs, je pense, bientôt. Rossi, il est aussi en fin de contrat à voir. C'est quand même un marqueur de 10-12 buts dans cette ligue. C'est pas négligeable. Maintenant, si tu arrives à upgrader l'attaque par, au hasard, Jérémy Vick, qui est un ailier en fin de contrat, il faut le faire, effectivement. Mais surtout, je pense qu'il va falloir un peu plus de profondeur. Et ces places, on va dire 13-16 dans l'alignement qui doivent être un peu meilleurs pour permettre justement de pallier une éventuelle blessure. Puis là, on a tourné un petit peu autour du pot, on a parlé des attaquants, on a parlé des gardiens, on parle de transfert, et puis on n'a pas cité, alors c'était volontaire de notre part, aussi de citer Ludovic Weber, puisque tu as sorti une info sur le matin.ch, comme quoi il était en discussion très avancée avec Zurich. Si on se rappelle, on rembobine le fil, la semaine passée, on parle du cas Weber, j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines, mais en même temps, pas un hasard, c'est un gardien qui est en devenir, qui a 23 ans. Puis il y a peu de postes de gardien aussi. Et le marché des gardiens, il fait bon être gardien en fin de contrat. La semaine passée, on parlait, je crois que je l'avais dit, selon une personne en général bien informée, m'avait dit, c'est pas bien ni Lugano, puis on avait fait toute une grande théorie où on s'est dit, alors bon, ok, partons du principe que... Et on est arrivé à Ambry en se disant... On s'est dit, puis on a balayé Zurich. Parce que Flueller. Puis en fait, je crois que c'est Zurich, le front-runner, on va dire, ou l'équipe qui fait la course en tête, voilà, parlons français, pour Ludovic Weber. Et ça fait c'est pas insensé, disons, dans le sens où Lucas Flueller est un peu blessé. Chaque saison, il a il joue ses 30-35 matchs, jamais beaucoup plus. Donc si tu débarques à Zurich en te disant, bon, j'ai déjà
15-20 matchs, pas sûr mais presque, ça peut aussi se négocier. On se rappelle que quand Zoolander était en fin de carrière, ils ont parfaitement géré la transition de Zoolander-Flueller en disant on te donne contractuellement, on te donne tant de matchs. Peut-être que c'est ce qui est en train de se négocier actuellement. Ça veut dire que aussi si tu donnes un certain nombre de matchs, c'est que tu sais que la valeur du gardien finalement. Bien sûr, contractuellement, si le gardien il arrête plus des ballons de plage, malheureusement tu dois te dire, je pense pas que c'est stipulé, c'est dans les discussions. Mais après, le lendemain de nos grandes théories, Laurent Clazel vient en écrivant que selon ces informations, qui sont toujours très bonnes à Bienne, et je vais en tout cas pas les remettre en cause ou en question, selon lui, Bienne est entré dans la danse pour Weber. Donc maintenant, sur la question... les agents, un petit peu le jeu là quand même, c'est un peu intéressant de faire un petit peu de surenchère en disant exactement. Et puis tu peux voir la question des deux côtés. Tu peux dire, moi j'apprends par la bande que Zurich est intéressé. Laurent Clazel apprend par la bande que Bienne est intéressé. Et si c'était la même personne derrière qui nous avait dit aux deux que Bienne et Zurich étaient intéressés, tant mieux si ça sort. Ça c'est toujours difficile d'évaluer. Ce serait aussi retors que ça, le hockey suisse. Ah non, c'est le milieu des bisounours, c'est bien connu. Mais toujours est-il qu'actuellement, le dossier de Ludovic Weber est très haut sur la pile de pas mal de monde. Et moi, je suis assez convaincu de Zurich, sinon je ne l'aurais pas écrit. J'ai écrit qu'il est en discussion avancée. Je n'ai pas écrit que c'est fait à Zurich. Attention quand même à cette nuance. Voilà, il n'y a pas de confirmation pour l'instant. Donc en général, quand tu as les confirmations, tu enlèves les conditionnels. Oui. Et il y a Luis Lopez d'ailleurs qui nous pose la question, Weber est-il un numéro 1 en National League ? T'écris un bis dans l'article. Je suis assez partisan de ce bis finalement. Pour dire, il a 23 ans, on lui a pas encore confié ce costume de numéro 1, donc c'est peut-être un petit peu difficile de partir. En plus, quand t'es Zurich, à la rigueur, admettons que ce soit bon avec Zurich, voilà, tiens, on te donne les rênes de l'équipe. On va attendre. Comme Bern a fait avec Schlegel. Mais oui, on sait que t'as le potentiel. Il joue un match sur deux maintenant, quoi. C'est ça, on sait que t'as le potentiel. Ça, il n'y a aucun problème. Comme Pope aussi, on disait, Pope, il a prouvé qu'il était un gardien de National League, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que tu es un numéro 1 quand on voit Berra, quand on voit Hiller, quand on voit Stéphane, quand on voit Giannoni, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience et qui sont aussi, eux, montés en faisant une progression linéaire. Je pense que le futur de Ludovic Weber est un futur de gardien de National League, clairement. On a pas mal parlé à ce micro aussi du duo Pope-Weber, que nous, on aimait bien. On aimait bien cette idée-là. Si Ludovic Weber signe à Zurich... si les négociations vont au bout, disons, Bienne va falloir se rabattre sur une autre piste. Puis c'est un pas de plus dans la direction que tout le monde attend depuis l'annonce de la retraite de Jonas Hiller. En fait, l'annonce de la saison supplémentaire de Jonas Hiller. Transition toute trouvée avec Ludovic Weber et le fait que est-ce qu'il pouvait jouer à Bienne. On passe à Bienne qui fait du rouge-vert. Comme tu me l'as montré, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. C'est le fameux 1,5 points en gros par match de moyenne. Après avoir perdu lundi soir, match assez étonnant de jouer le lundi soir contre les Tigers, voilà, à Langnau. 3-2, tir au but. Bon, voilà, ça arrive, tu fais quand même un point. Au passage, un grand bravo à Langnau qui nous décale un match parce que c'est l'Oktoberfest dans sa patinoire. ça, je crois que j'avais encore pas entendu et on aime bien l'esprit quand même. Merci à Langnau pour ce moment. Et puis, mardi soir, par contre, alors là, match qui est un peu parti dans tous les sens. Dans le sens où Bienne a fini par s'imposer 4-3 après prolongation, mais il menait 2-0. Zurich revient et passe l'épaule 3-2. Et finalement, en fin de match, notamment grâce à Jason Fuchs en passeur, puis en buteur, Bienne s'est imposé, a fait 2 points contre on est tenté de dire l'épouvantail de ce championnat depuis quelques semaines. Là, vraiment, nous, on est gros partisans de Zurich, de la façon dont joue le club. Ouais, mais la meilleure équipe de la Ligue, je pense. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Mais alors, en battant la meilleure équipe de la Ligue à l'heure actuelle, Bienne n'est pas loin d'être aussi la 2e ou 3e meilleure équipe de la Ligue, finalement. Ouais, on peut le dire. J'ai l'impression que Bienne, en ce moment, est en mode je choisis mes combats. Quand tu regardes une défaite à Rapperswil, une victoire à la maison contre Berne, une défaite à Langnau, une victoire à la maison contre Zurich, je sais pas, j'ai l'impression que tous les matchs n'ont pas forcément le
le même intérêt. Et quand tu regardes à Rapperswil, ils mènent quand même 3-0 après oui. 20 minutes, puis derrière, bim, ils se... On disait ça de Lausanne aussi, une des semaines précédentes. Choisir ses matchs, ce qui peut frustrer les supporters à la fois de Bienne et de Lausanne et en fait de n'importe quel club. Mais Genève aussi, choisir les matchs à la maison qui sont plus importants que les matchs à l'extérieur. Mais là en tout cas, Bienne fait du bon boulot contre Zurich, c'est clair. Mais il y a ces trous d'air de temps en temps. Et là, contre Zurich, ils s'en prennent quand même de nouveau 3 en 7 minutes. Au début du troisième tiers. Contre Rapperswil, c'était 4 en 10 minutes en fin de troisième tiers. Oui, il va falloir être un poil plus constant sur la durée d'un match. À mon avis, gentiment, ce serait pas perdu parce que quand Bienne joue de manière consciencieuse et appliquée, ils sont vraiment difficiles à jouer. Le powerplay contre Zurich a fonctionné. Salmela, à part ça, mine de rien, quel joueur, je trouve, cette saison. Est-ce qu'il lui a fallu une première saison pour un peu prendre la température? Moi, je le trouvais déjà pas mal la saison dernière. Moi, je suis impressionné, en fait, bêtement, par ses tirs, quoi. J'ai l'impression qu'il était il envoyait moins des cacahuètes de la bleue, quoi. Là, maintenant, on a vraiment un défenseur, parce qu'on sait que le powerplay de Bienne, souvent, si c'est pas Rayala, ça peut être Radgeb cette saison. Mais non, en fait, le danger peut aussi venir de Salmela, qui va pas envoyer un tir du poignet pour une déviation. Il va envoyer vraiment le tir puissant. Ouais, c'est 8 buts entre les deux, ils en ont 4 chacun, sans compter les assists. Dieu que c'est intéressant. Ouais, quand tu as 8 buts qui viennent de ta défense, sans compter un de Forster, un de Ulmer. Bon, Ulmer, c'est un ailier du coup, mais bon. Et un de Kreis, tu as une dizaine de buts inscrits par tes défenseurs. Pas inintéressant. Radgeb qui tient la baraque derrière, c'est quand même aussi une belle confirmation. On était surpris en début de saison, là on est de moins en moins surpris. Ça devient une vraie confirmation. Il a 17 matchs, 11 points, plus minus de plus 6, encore une fois. On met toujours les pincettes nécessaires autour de cette stat, mais je préfère quand même le voir à plus 6 qu'à moins 4, on est bien d'accord. C'est ça. Ulström qui débarque pour renforcer tout ça, mine de rien, 3 matchs, 2 points depuis qu'il est arrivé. Lui aussi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir engagé. J'ai l'impression que les pièces, elles se mettent gentiment, mais sûrement en place. Et là, il manquait encore Ugly, qui est aussi, lui, une très très bonne surprise. Ouais, et puis il en a pour un mois, je crois, oui, d'absence. Dont une semaine de pause, donc ça tombe finalement bien entre plein de guillemets, parce qu'après il faut revenir. D'ailleurs, parenthèse, j'ai parlé avec Julien Sprunger au match à Berne durant une des pauses, puis je lui ai fait « Bon, mais ça va finalement, t'as manqué que 2 mois, sous-entendu. Au moment où on doit sortir, on se dit que c'est fin de saison. » Il fait « Ouais, t'es gentil, ça va pour toi. Moi, en gros... c'est moi qui me refais la préparation physique et qui revient à un niveau. » Effectivement, et c'est que un mois entre guillemets, mais il y a tout le travail qui doit être fait derrière. Il y a Damien Brunner, je pense qu'il va revenir après la pause de l'équipe nationale. Un peu plus tard, je pense. Un peu plus tard. Lui, c'est plutôt en décembre. Mais Ria, il est vraiment bien. Il monte quand même en puissance gentiment. Puis quand tu as un sniper qui est toujours prêt avec lui, avec Rayala, ils ont des armes. Offensivement, ils ont vraiment pas mal d'armes. On se rappelle, quand au début de saison, quand Ria était absent, quand forcément Brunner n'était pas là, t'avais Gustafsson qui est encore absent lui aussi. Il manquait cette profondeur et t'avais une 4e ligne qui était exclusivement de jeunes joueurs. C'est de moins en moins le cas actuellement. Puis les jeunes qu'ils intègrent, Tino Kessler, il est en 2e ligne avec Ulström et Chantré. C'est rigolo de voir complètement. Alors que dans d'autres endroits, soit il n'y a pas de jeunes, Lausanne, soit Sandro Schmidt, il prend les miettes, même de moins en moins. On commence gentiment à le monter un petit peu dans l'alignement. Ouais, au cas d'Avos, finalement, si tu acceptes de laisser partir Kessler, c'est que tu comptes pas forcément sur lui, et quand Bienne le récupère, Bienne le met en 2e ligne. Avec un étranger, c'est rigolo. Ils le mettent dans des conditions, en tout cas, lui, il doit se dire, il dit peut-être merci à son agent qui lui dit « Ah ouais, ça me permet de jouer, puis d'être vraiment considéré, finalement. » Moi, j'ai encore un petit regret, c'est Gillian Kohler. J'en attendais vraiment pas mal cette saison. Claire. Et pour l'instant, lui, il n'a pas été aussi... Il a été une fois ou l'autre dans une ligne plus offensive, mais là, c'est temps, il est cantonné à la 4e ligne. Donc, tous les projets biennois n'aboutissent pas forcément directement. Il y a aussi c'est pas un échec, attention, j'allais dire le mot échec, et c'est vraiment... ça n'aurait pas été un bon choix de mot, mais parce que c'est un 2000 Gillian Kohler, il a joué 9 matchs, il a juste pas encore marqué de but ni d'assist. On est tellement habitué à des standards où quand ils envoient un jeune sur la glace, à Bienne, ça se passe bien. Ouais. On rappelle l'année passée Yanis Moser, où en gros, durant l'été, on se disait « Ah, c'est bien ce jeune !»
Puis après, on se dit, ouais, quand même, il tient la route même en National League. Puis après, il se retrouve à Bratislava. On a aussi des standards élevés pour les jeunes que Bien met en avant. C'est clair. Parce que ça fait partie de leur politique du club, qui est une excellente politique. Et on a tellement tendance à les hyper, on va dire, les jeunes qui sont mis sur la glace, que quand Gillian Kohler fait 9 matchs, 0 but, 0 assist, on se dit, ouais, bon, quand même, ça peut... Et dans le même temps, Sandro Schmidt a plus ou moins les mêmes stats. Puis on dit, ouais, mais il vient gentiment, bien. C'est rigolo, la différence. Je me fais la théorie tout en parlant. La différence de perception qu'on peut avoir juste parce que à Bienne, c'est la norme en fait, que les jeunes aient leur chance et soient mis en position d'avoir du succès. Donc ça valide tout ce qu'ils proposent depuis quelques années maintenant. Et moi, il y a aussi un truc, c'est peut-être un petit peu vieux par rapport à notre épisode du jour, mais Rayala contre Berne, quand il met ce but à la 60e, à 17 secondes, la passe de Salmela, une espèce de slap, il sait exactement ce qu'il fait. Oui. Transition, alors on peut difficilement faire mieux. Et Rayala qui profite d'avoir en face de lui Thomas Ruffenhardt qui est en train de... Enfin, on voit que c'est pas un défenseur. Il est sur les pattes arrière. Exactement. Il recule et il le challenge pas. Il essaye pas de lui faire de pincher le puck. Et l'autre derrière, il fait le petit move de côté. Il l'envoie en lucarne. Et tu te dis, ouais, c'est quasiment un but en prolongation, mais non, ça te vaut 3 points, quoi. Et c'est clair. Ce Rayala qui fait juste... Enfin, c'est assez fou de voir que... On sait qu'il a tu te dis des fois des trous d'air pour certaines équipes ou certains passages à vide. Lui, ça schématise un peu. Des fois, on sait qu'il va par séquence. Mais là, ces temps, entre lui et Pouliot, ils tiennent quand même pas mal la baraque. Au passage aussi, le deuxième but de Bienne, mardi soir contre Zurich. Ça m'a fait sourire parce que tu dis, Bienne, il faut qu'ils fassent attention. Ils se font remonter, ils prennent 3 buts au troisième tiers. Ça n'échappe pas aussi à Zurich, ce genre de truc. C'est que Noro, il veut faire le grand. Il part sur le côté et puis il se dit ouais, c'est bon, je vais passer. Il perd le puck bêtement, il y a une charge de Kunsley, puis Kunsley, il récupère la rondelle, puis il la place dedans, quoi. Même de la part d'un mec comme Maxime Noro, quasiment un des meilleurs défenseurs de National League. Offensif. Quasi un des meilleurs défenseurs offensifs de National League. Ouais, mais même, il fait quand même le job derrière. Hein. Non. Non, mais c'est pas grave, il a d'autres qualités. Il est nul, tu trouves ici? Non, il est pas nul, mais c'est pas pour ses qualités défensives que Maxime Noro est un joueur de National League. C'est pour plein d'autres choses. Défensivement, Maxime Noro. Puis on termine ce passage biennois avec le calendrier. On voulait juste quand même en reparler avec un week-end de Tessinois vendredi à la maison contre Ambri Piotta, 3 points obligés. Presque. Ça dépend quel match ils choisissent. Et puis à Lugano, le samedi où tu dois de nouveau partir, soit tu pars très tard, soit tu pars très tôt. Je pense plutôt qu'ils vont déjà faire un petit bout. Hein. Non. Ils partent le lendemain. C'est ce long déplacement à Lugano. Donc, si moi je faisais le Bien Ambri puis le Lugano Bien du lendemain, je ferais un bout le soir, clairement. Mais là, non, pas le cas. Je pense que c'est ça qui me fout dedans. En fait. Mais non, bah, avec Bien, honnêtement, tu sais que là maintenant ils sont sur leur rythme. Honnêtement, moi on a eu, je crois, il y a 2 épisodes où on se disait attention, c'est un pente un peu glissante, mais non, c'était la semaine passée. Pente un poil glissante, mais avec Tormenon. Pas de souci. Ça roule en fait du côté de Bienne. Et c'est vraiment le cas. Ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. De temps en temps, après s'être fait un peu oublier pendant un moment, en perdant 1-2 matchs à Rapperswil, ils ont perdu à Davos aussi, ils se sont fait rouler dessus à Davos. Dans la foulée, tu bats Berne Zurich à la maison, juste pour rappeler. Les gars, on est toujours là, hein, pas de souci. Donc, ouais, c'est toujours autant positif ce qu'on a à dire sur Bienne. En même temps, on a... Juste un petit truc. Vas-y. Un truc positif. Moi, je réfléchis, puis je me dis, est-ce que, franchement, on encense, hein, on dit Martin Schneider fait un super boulot, et c'est vrai. Est-ce que Luca Conti, finalement, on parlait de projet qu'il faut relancer. Est-ce que franchement, on peut parler d'un transfert après 15 matchs où on dit c'est vraiment réussi? Je suis un peu perplexe finalement. Je dis pas que c'est mauvais, mais j'en attendais quand même, je pense, un petit peu plus. Alors, il y a 2 façons de le voir. Oui, quand tu regardes le nom Luca Conti, tu dis médaillé d'argent au championnat du monde, c'est un ancien... C'est en 2013. Ouais, mais justement, si tu parles d'une... Mais si le seul problème qu'a à gérer Bienne actuellement, c'est la production de son renfort de 4e ligne... Pour moi, c'est l'équivalent de ça va pas mal à Bienne en ce moment. Donc,
Mais Kunti 4e ligne, tu vois, c'est un peu ça, quoi, aussi. Ouais, moi j'en attendais vraiment pas grand-chose. Et pour moi, c'était pas un renfort incroyable au moment où ils l'ont signé. Mais au niveau salarial, quand même. C'est aussi ça qui me fait dire que tu peux... Je suis d'accord dans un sens, puis dans un autre, je me dis, bon, c'est pour moi qui sort l'argent, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Et accessoirement, c'est débile comme réponse, j'en ai conscience, mais accessoirement, j'ai pas l'impression que cet argent est manqué ailleurs. Ulström débarque. Ok, bon, ben, il y a de l'argent pour aller chercher un 5e étranger qui est pas Max Verne à Lausanne. Désolé pour Max Verne, mais honnêtement, voilà. Ça a été il est venu remplir un maillot pendant un match de Champions League, il s'est fait suspendre. Enfin, ça c'est pas un 5e étranger. C'était juste un pigiste. Non, il leur a pas manqué cet argent-là pour faire venir David Ulström. Donc je me dis, je crois que c'est pas le souci à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il est trop cher, et encore, j'ai pas son salaire en tête. Mais c'est pas un problème, j'ai l'impression. Et si, comme je disais avant, si c'est le seul problème des Biennois, ça va pas mal. On passe à Lausanne, qui a gagné 5-2 à Rapperswil, et qui restait avant ça sur 2 défaites, 3 à la maison contre Zurich, 3-2, c'est relancé presque un petit peu Fribourg. Mais ça, c'est vieux. Lancé. Parce que pour relancer, il faut être lancé une fois déjà. Tu avais dit qu'une fois, ils avaient 2 victoires, donc voilà, c'était pas la première fois. Oui, c'est vrai. Mais ce 5-2 à Rapperswil, il y a une scène qu'on est obligé, on va pas forcément parler du match en lui-même, mais il y a une scène qui va pas du tout. C'est l'égalisation lausannoise avec... Parce que c'est Yunland qui a marqué. C'est juste. C'est pour ça que ça va viril, mais correct. Mais c'est ça qui va pas. Non, c'est la jambe de Christophe Berchi qui mesure 2,50 m à peu près, avec le toe drag, comme on dit en anglais, où il tend la jambe pour éviter le hors-jeu. Coach challenge de Rapperswil, parce qu'à l'entrée de zone qui a fait suite au but de Yunland, enfin qui précédait, le but de Yunland, il y avait, selon Rapperswil, un hors-jeu. Les arbitres sont allés regarder, et puis comme en Suisse on n'a pas de caméra à la ligne bleue, et puis qu'on a une bande qui cache le truc, on n'a pas pu voir, et puis ils ont accordé le but de base, ce qui pour moi est la bonne décision, il n'y a rien à dire sur les arbitres. Ils ont passé quand même un long moment pour être sûrs, parce qu'ils devaient avoir un gros doute, mais pas concluant. Derrière, 1-1, pénalité de banc pour avoir utilisé le code challenge sur un hors-jeu. Et Lausanne met le 2-1 dans le genre momentum qui te scie les pattes, ça se passe pas mal. Hein. Ouais, non, moi, cette scène, elle est assez catastrophique parce que là, ce matin, je pense que Rapperswil, ils l'ont encore un peu en travers de la gorge parce que ils embêtent vraiment Lausanne. Lausanne est catastrophique durant le premier tiers. Ils ont 13 tirs cadrés, mais honnêtement, c'était pas bon. Non. Du tout. Cette égalisation qui est un peu injuste, mais encore une fois, on parle pas de l'arbitrage. Là. Les arbitres, ils ont un règlement et ils s'y sont fiés finalement. Complètement. Bon, après, le problème, à leur place, c'est qu'ils ont un process. Et si un se dit, non, mais là, il est clairement hors-jeu, mais j'ai pas l'image, mais je décide qu'il est hors-jeu, j'annule. Il se prend une secouée ce matin par sa hiérarchie. À une époque, honnêtement, j'ai plus le contexte, mais je me rappelle que Bertolotti, à l'époque où la vidéo n'était pas permise, il est allé regarder. était allé regarder une vidéo. Parce qu'il était tellement sûr qu'il y avait but ou pas but, ou je sais plus dans quel ordre c'était allé, mais il était allé voir la vidéo dans le petit box à côté, c'était au Tessin, ça fait erreur. Et pour invalider un but alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et ça, je me rappelle cette séquence-là. Si un de nos auditeurs est plus précis que moi et qu'il n'hésite pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux. Mais il faut quand même avoir une bonne paire pour le faire. Et là, malheureusement, on peut même pas les blâmer. Les blâmer. Pour moi, il n'y a pas à blâmer les officiels. Voilà, puis c'était Fuchs et Ambrosetti, les linesmen, voilà, ils ont appliqué le process. C'est juste le problème, est-ce qu'il est mal foutu le process? Lors de la conférence de presse d'avant-saison, j'en avais parlé avec Andreas Fischer en disant, mais ce cas-là, il va arriver. Le cas où les images seront pas concluantes, mais en même temps, on peut pas dire que le coach challenge a été demandé à tort parce que on sait pas. Et ils vont prendre 2 minutes derrière. Puis en gros, ils en étaient arrivés à la conclusion que ça faisait partie de cette évolution. Ouais, mais tu demandes pas un coach challenge maintenant. Honnêtement, à moins d'être sûr à 100%, parce que tu te dis, c'est en zone au milieu de la glace, on voit.
ok, très bien. Si ça part dans les coins et tu peux pas savoir, tu te dis, ouais, mais merci, alors je vais ramasser le goal parce qu'il était validé sur la glace. Un peu plus derrière, je ramasse 2 minutes. Moi, ce qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est qu'à la base, le coach challenge, pour moi, ça aide à jouer au hockey. Dans le sens où le linesman, dans le doute, il est censé se dire c'est tellement limite, je n'interromps pas l'action. Si le coach a un doute, il pourra demander ce coach challenge, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le linesman qui peut potentiellement interrompre une action parce que ça se joue à 1 millimètre. Non, il y a un atout pour justement aider le coach et aider le jeu finalement à se dérouler. Là, ça revient 10 pas en arrière, en fait. Tu as tellement peur de ça, parce que le cas là, je veux dire, Rapperswil ne perd pas le match, parce qu'il n'y a que 2-1 derrière. Mais tu passes de 1-0 à 2-1 avec 2 buts qui devraient potentiellement pas être comptés. Oui. C'est dur quand même. Alors après, à contrario aussi, Lausanne a su profiter de ce momentum, parce qu'après, derrière, ils en ont encore mis 2. Donc, pour eux, ils vont dire, ah bon, ben voilà, c'est une histoire qui s'est passée, c'est une péripétie. Ils ont été assez costauds finalement pour profiter de ça, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les équipes. Hein. On en a vu des fois celles qui ne profitaient pas. Et Lausanne, des fois, à l'époque, là, c'est aussi peut-être un moyen de dire, bah voilà, on a grandi, on est capable sur ça de gagner ce tiers, je crois 4-0. 4-0, ouais. Et, bah ok, on a peut-être eu un peu de chance, c'est possible, mais on a quand même été derrière, on a su profiter de ça. Ouais, parce que le 2-1 en powerplay, quand on connaît la stérilité du powerplay de Lausanne, il y a eu un peu de mieux contre Fribourg et tout, voilà, les choses se sont quand même mises en place. Bah, tu vas quand même gagner à Rapperswil, où, on le rappelle, c'est pas facile de gagner, on n'est plus en saison 2018-2019, où finalement tu pouvais t'ajouter 2 ou 3 points en allant là-bas. Là, maintenant, non. Maintenant, la question, alors... Pour revenir juste sur cette histoire de caméra, on a eu une question d'un de nos auditeurs. Oui, Lionel B, qui dit les caméras à la ligne bleue, mais qui rappelle aussi lui, il le met dans la question, il dit ouais, mais Denis Vaucher, donc le président de la Ligue nationale, a dit que c'était trop compliqué à installer. Et toi, tu étais présent à la séance, à la conférence de presse d'avant-saison, où Andreas Fischer, le chef des arbitres, est venu nous expliquer les nouveaux règlements, etc. Et effectivement, je crois que c'est sur ce coup-là où c'est moi qui ai posé la question des caméras sur la ligne bleue. On m'a répondu que les cas où les images n'étaient pas concluantes seraient finalement assez rares et que malheureusement, on n'est pas là pour éliminer toutes les erreurs, mais pour améliorer l'acuité ou la qualité décisionnelle des arbitres. Donc, on prend le risque. Je dis, bon, ok, très bien. Mais je quand même leur demander, je dis, mais parce que finalement... Caméra sur la ligne bleue, c'est pas compliqué, ça coûte 500 balles. Qu'est-ce qu'il faut, nous, crowdfunder pour avoir des caméras? Puis il m'a dit, il a dit non, mais la caméra, c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui va derrière, c'est la régie. Ok, c'est la régie, c'est la caméra qui doit être reliée au car de production. Et après, les images qui doivent être envoyées sur les iPads, etc. Et c'est toute cette partie logistique-là qui, selon lui, est compliquée à mettre en place. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est les clubs qui décident aussi. C'est surtout ça. Donc s'ils le veulent, eux, peuvent dire, bon écoutez, la Ligue, eux, ils appliquent finalement. Oui. Hein, Denis Vaucher et son staff, ils appliquent ce qu'a décidé la Ligue, donc les clubs. Les clubs, à un moment, ils peuvent se dire, bon, qu'est-ce qui est plus utile à notre produit? C'est peut-être quand même d'avoir pas des histoires à répétition, journée après journée, parce que ça se passe comme ça. Plus on parle de hockey, moins on parle d'arbitrage, mieux c'est quand même. Exactement. Et puis finalement, faut mettre un petit peu d'argent. Et puis Denis Vaucher et son staff, ils appliqueront. Il n'y a aucun problème. Ils feront ce que les clubs ont voté. Exactement. Mais là, c'est vrai que cette règle, elle est quand même un petit peu bancale, je pense. À cause du matériel, finalement. À rigueur, tu as envie de dire, finalement, arrêtez avec ce coach challenge du hors-jeu, parce que de toute façon, on a des pixels, on voit un carré noir avec des carrés bleus et puis une tache blanche, mais on ne sait pas exactement. Non, mais à l'inverse, tu peux juste faire une adaptation toute simple. Si l'image est concluante qu'il n'y avait pas hors-jeu exactement. Et que le coach challenge a été demandé à tort, 2 minutes. Si l'image est floue et il y a un gros pixel qui représente le patin, le puck, la canne et la ligne bleue, on valide le but, mais on ne pénalise pas l'équipe. Enfin, je pense que cette évolution-là va avoir lieu l'année prochaine, à mon avis. Oui. Où je ne serais pas surpris assez rapidement, si ça se trouve même en cours de saison, tu peux changer
tant que tout le monde est en accord avec ça, une évolution. On rappelle que la règle des accrochés avait été changée en cours de saison. On se rappelle le merdier que ça nous avait amené durant 3-4 journées. Ouais, deux. Je te trouve généreux avec 3-4. Ouais, c'est vrai qu'on était vite revenu à la base. Le late check aussi. Voilà, le late hit. Donc, il pourrait le changer. Moi, je pense que c'est tout simple, cette évolution. Si c'est concluant que le coaching est mandatoire, 2 minutes. Mais là, Rapportil ne devait pas être puni. J'ai une question à te poser concernant Lausanne. En moins de 10 jours, on a cette équipe qui perd à Ajoie en coupe, à Porrentruy contre Ajoie en coupe, qui bat un très bon Zug à la maison, qui perd à la maison contre Zurich, qui va perdre à Fribourg. C'est quoi ? Quel est le vrai visage et que vaut cette équipe de Lausanne ? C'est dur à répondre. Parce que... Attends, tu crois que je pose des questions simples ? Non. Mais nos auditeurs non plus, hein, ils ne posent pas des questions simples, parce qu'il y a un peu des questions de ce style-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe ? C'est difficile de dire, voilà, c'est comme ça. Lausanne, ils sont trop ci, ils sont pas assez ça. Le powerplay, on évoquait un petit peu en parlant lors de notre passage sur Fribourg, plus tôt dans l'émission. En gros, essayer de shooter, pas se compliquer la vie. Je me disais aussi, sur ce powerplay lausannois qui a eu de la peine, je regardais ceux qui marchent bien, en fait. Et souvent, ceux qui marchent bien, on prend souvent en exemple le powerplay de Zurich. On prend en exemple le powerplay de Zug, avec Marchini, Hoffman et leurs droitiers-gauchers qui sont inversés exprès pour avoir des tirs sur réception qui font plus mal. Garretro, Peterson, Enoro et Diaz derrière. Et finalement, ce triangle-là, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu essayes de recréer quand tu as un grand défenseur. Et est-ce que, finalement, le problème de Lausanne ne vient pas aussi de Younland et Jeffrey qui sont un petit cran au-dessous de ce qu'ils étaient capables de faire les saisons précédentes ? Jeffrey, ça va un petit peu mieux. Alors, Younland a marqué, oui, mais il semble moins dominant. Et finalement, peut-être que... moi, je suis toujours surpris de voir Berchi, qui est un droitier, tourner et souvent arriver de la droite, en fait, depuis... à la ligne bleue. Il est souvent en revers, je trouve, lui, sur son revers quand il tourne autour de la cage. Ouais. Exactement. Mais peut-être aussi, c'est parce qu'il dit, moi, j'ai pas le shoot de Peterson, j'ai pas le shoot de Martini, j'ai pas le shoot de Fazzini. Donc, c'est bien de me mettre sur mon bon côté, mais si je peux pas armer... Aaron a un bon shoot, Aaron marque, notamment à Fribourg. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que Lausanne choisit ses matchs ? Je sais pas. En tout cas, ils peuvent se dire qu'il n'y a plus le match il n'y a plus la coupe. C'est déjà un truc. Il y aura toujours, par contre, la Ligue des Champions. Et maintenant, en plus, c'est comme Bienne. Parce que je pense que Bern et Zug, ils ont l'habitude. C'est bon. Mais là, ça doit quand même te titiller, finalement. C'est la première campagne. Tu vois que t'es pas ridicule. Tu vois que ça peut passer. C'est des matchs à élimination directe. Alors, aller-retour. Ça va te demander un petit peu d'énergie, mais joueur, c'est aussi intéressant de jouer ça. J'ai tendance à penser que le vrai visage de Lausanne, compte tenu du contingent, c'est le visage qu'on voit contre Zug et qu'on a vu contre Berne aussi. Sur le papier, Lausanne devrait perdre qu'un minimum de matchs cette saison. Mais ils ont un contingent aussi, après, qui est ristret. Mais qui est bourré de talent. Oui, mais qui est bourré de talent sur 4 lignes. Mais la question que je me pose avec cette équipe de Lausanne, c'est jusqu'où le talent va t'amener et à partir de quel moment ça va plus suffire finalement. Est-ce que là on arrive à une des limites justement de se dire il faudra faire d'autres choses que juste être la meilleure équipe sur la glace finalement et être capable de faire mieux certaines choses. Et je parle pas seulement juste de se sacrifier en défense ou se coucher sur des pucks, mais de mieux partager la rondelle offensivement, d'être un peu plus réaliste en phase offensive, on va dire, de pas toujours vouloir jouer pour son propre numéro, mais parfois de temps en temps pas hésiter à faire la passe de plus, pas de trop, de plus. Puis moi, offensivement, il y a un joueur, on en a déjà parlé la semaine passée, ça continue, Cody Almond. Qui a ramassé 2000 francs d'amende. En plus, ouais. Cody Almond, c'est 1 point sur les 9 derniers matchs. Et un temps, il a été top scorer. Avant ça, il est top scorer. Oui, parce que Merton est blessé. Il a 7 matchs, 8 points. 9 matchs, 1 point. Tu te rappelles quand on parlait du Cody Almond qu'on n'aimait pas à Genève, qui était sur courant alternatif Un soir sur deux, il pouvait être... Enfin, un soir sur deux, c'est ça le problème. Mais un soir, de temps en temps, quand il était bien luné, il gagnait le match à peu près à lui tout seul. Parce qu'offensivement, il est brillant. Il a un instinct de buteur qui est vraiment excellent. Il est toujours impliqué défensivement ces soirs-là. Puis il y a l'autre. Il y a la face un peu moins brillante de ce Cody Almond. Là, on est en plein dedans actuellement. Et Almond, contre Fribourg,
on l'a pas vu. J'ai moins vu le match contre Rapperswil parce que j'étais sur une autre patinoire et j'ai encore pas eu le temps de regarder le match. Mais honnêtement, on arrive à la fin du match, il est de nouveau à 0 points et des échos que j'ai, il n'a pas été bon. Ben là, il y a gentiment aussi un petit souci Cody Almond à Lausanne, mais on va pas faire les étonner, non? J'espère. Par contre, cette équipe-là, alors c'est peut-être un cliché, mais avec Moy, Joris, Emerton, Jeffrey, Almond, on a des Nord-Américains. Moi, les Nord-Américains, je les attends en play-off. Après, il faut y être en play-off. C'est pas gagné. Enfin, je veux dire, ça t'est pas acquis. Normalement, ça doit passer, mais voilà. C'est là que ces joueurs-là aussi donnent en général le plus. Parce qu'ils ont cette mentalité où quand ça compte, voilà. Et je me demande si peut-être des matchs moins intéressants. On les a vus forts contre Berne, on les a vus forts contre Zug. Alors contre Zurich, c'est pas passé, donc c'est le contre-exemple. Mais ils sont normalement mieux quand le challenge qui est face à eux est plus intéressant. Je sais pas. Ouais, c'est une vraie question à se poser. Mais il y a deux, trois petits on va dire, signaux, attention, qui clignotent actuellement. Mais moi, je reste convaincu que tous les soirs, si je dois mettre mon argent, je le mets d'instinct plutôt sur Lausanne, parce que j'ai quand même l'impression que tous les soirs, c'est la meilleure équipe. Sauf, justement, quand tu te rends à Zurich, à Zug. Même en accueillant Zug, on a vu, hein, là, c'était pas une mauvaise équipe de Zug en face, et c'était Lausanne qui en a imposé ce soir-là. Mais c'est là où je veux en venir, c'est qu'on sait pas... On n'est pas capable d'avoir une lecture linéaire de cette équipe, je trouve. Il y a des questions sur Lausanne. Sputnik, Alston va-t-il offrir une prolongation à Peltonen? Ne faudrait-il pas un coach expérimenté pour faire le titre? Je suis embêté avec cette question parce que c'est effectivement des questions que j'ai posées déjà à gauche et à droite et on m'a dit « t'inquiète pas en ce moment », en gros. Ce qui me fait me dire que... Et c'est pas du tout Jan Alston, c'est pas Ville Peltonen, c'est pas ces gens-là qui m'en parlent pas, il faut être clair. J'ai tendance à croire que c'est pas une priorité actuellement à Lausanne, pas parce que les parties ne le veulent pas. Est-ce que le contrat de Ville Peltonen c'était 2 ans? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'est 2+1? Est-ce que c'est 2+2? Est-ce que c'est 2+1 selon tel ou tel résultat, tel ou tel achievement? Je ne sais pas. Mais tout ce moi j'ai l'impression que Ville Peltonen est là pour rester à Lausanne. Je pense aussi. Que d'une manière ou d'une autre, c'est le projet qui a été mis en place avec lui. Donc je pense que l'année prochaine on a Peltonen à la barre à Lausanne. Sous quelle forme, je ne le sais pas. Et puis, expérimenter... J'ai pas l'info, hein. Ouais. C'est ma lecture de la situation. Mais expérimenter, plus tu lui donnes des années, finalement, plus il va gagner de l'expérience, finalement, en étant head. Que ce soit à Lausanne ou ailleurs, finalement. Donc, c'est plus intéressant si toi, tu es allé chercher un coach. Puis aussi le fait de se dire, moi, j'ai été chercher lui. Je crois en ce projet, donc je vais tout faire pour que ce projet fonctionne. Donc voilà. Donc la question de Markegi, Peltonen en danger, elle va un peu là-dedans. Je ne crois pas que Peltonen est en danger à Lausanne. Des questions à propos des prolongations de Jeffrey et Aaron. On se souvient que Aaron, c'était un peu la question quand Lausanne allait bien au début de saison, puis qu'il y avait Aaron qui jouait en 13e attaquant ou qui jouait sur le 4e bloc, puis qu'on se disait qu'il était un peu perdu. Puis là, tout d'un coup, il remontre le bout de son nez en mettant quelques buts et on se dit finalement, c'est quand même un buteur, quoi. Yannick Aaron, est-ce que tu penses que ça change quelque chose à Lausanne? Est-ce qu'on se dit... Alors, ça change quelque chose pour Yannick Aaron et pour son porte-monnaie. Oui. Ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une évidence. Tu sais, on parle souvent des buy low et sell high comme à la bourse. À quel moment il faut savoir vendre, à quel moment il faut savoir acheter des actions. Et on en parlera peut-être sur notre site cold-fax.ch dans pas trop longtemps avec un article concernant OK Manager et les buy low, sell high. Je pense que cet été, il y avait une période excellente pour acheter entre guillemets de Yannick Aaron au plus bas de sa valeur. Personne ne l'a fait, ça ne veut pas dire que personne n'a été intéressé, je sais que des clubs se sont renseignés, mais qu'ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Actuellement, on est à buy high, on va dire, parce qu'il a quoi? Il a 16 matchs, 9 points, 5 buts, un truc du genre. Il a des responsabilités, mais moi, de ce que je crois lire de la situation, Aaron n'était pas du tout content. Il y a quelques mois, c'est même lui qui avait demandé à s'en aller. Est-ce qu'au bout de quelques matchs où tu as de nouveau un petit peu de temps de glace et de responsabilité, est-ce que tu dis je re-signe pour 3 ans, là c'est bon? Ou est-ce que j'en profite de la valeur que je suis en train d'accumuler actuellement pour me tirer au plus vite et aller voir ailleurs? Et accessoirement, moi si je suis GM d'une autre équipe, je vais chercher Yannick Aaron, mais je vais faire coup double. Je vais prendre Yannick Aaron et Dustin Jeffrey.
Rappelle-toi, la meilleure saison d'Eren, c'est avec Jeffrey, Oui. où il fait une trentaine de points dans la moitié de buts. En gros, la saison d'après, il est meilleur compteur de la ligue, Yannick Eren, après 4-5 matchs avec Dustin Jeffrey. Depuis qu'ils ont été séparés, il ne met plus un patin devant l'autre. Et si tu prends les deux et puis que tu dis, ok, ça c'est ma ligne 1, 2 ou 3 ou 4, peu importe. C'est ma ligne. Mon premier duo, c'est Jeffrey Eren. Je pense que tu pars déjà bien dans la saison. Même si Jeffrey ne fait pas une saison incroyable, j'ai l'impression que physiquement il est là et que ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Donc moi, si je suis GM, je vais chercher les deux. Il y a Le Vaudois qui dit souci de fraîcheur pour le LHC, pour l'interrogation. Si oui, que peut faire Peltonen? Le souci de fraîcheur, on parlait du contingent. À un moment, quand tu as 15 attaquants à disposition, par exemple, au lieu de 13, forcément que tu as un peu plus de latitude et tu peux faire souffler. Par contre, Peltonen, je trouve, répartit beaucoup mieux les temps de jeu. Il fait plus confiance à sa quatrième ligne aussi. C'était ça, c'est une des façons justement de diluer aussi. En diluant ton temps de jeu, tu dilues tes responsabilités. Donc la charge de travail sur tout le monde et sur le long terme, c'est censé être meilleur. Mais actuellement, physiquement, je pense que Lausanne est dans un trou. On parlait de choisir ses matchs pour bien. Je peux imaginer qu'indirectement, tu as plus envie de jouer à la maison contre Zug un mardi soir pour justement montrer que t'es le gros aussi, qu'un le mardi soir suivant à Rapperswil ou le dimanche d'avant à Port-Entruy contre Ajoie. Donc ce manque de fraîcheur physique peut induire justement ces matchs up and down. On termine notre tour d'horizon suisse avec Romand, avec Genève Servette qui reste finalement quand même sur 2 défaites. Elles sont pas mortifiantes forcément, c'est pas une catastrophe d'être allé perdre 5-4 après prolongation à Berne et d'avoir perdu 4-2 contre Zug à domicile. On a le droit. Mais mine de rien, ça fait quand même qu'un seul point. Est-ce qu'on est surpris de ça? Non, on n'est pas surpris de perdre contre Zug à la maison, surtout un Zug qui a envie de venir gagner. Il n'y a pas vraiment de problème, disons. Actuellement, moi j'ai un petit souci avec Genève, c'est la production des joueurs suisses, quoi. Offensivement, les joueurs suisses, c'est dur. Ils vont faire blanchir à Zurich, donc 0. À la maison contre Ambry, les buteurs, c'est Temernes, Winnick. Au niveau joueur suisse, c'est moyen. À Berne, les 4 buts, c'est Fer, Rod. Wingels, un nouveau étranger, et Douai. Et contre Zug, le mardi soir, les 2 buteurs, c'est Eric Fer et Daniel Winnick. Donc en gros, actuellement, c'est par sa première ligne que Genève nage. Ou son powerplay. De nouveau, Zug, c'est 2 buts en powerplay. Que Genève nage ou surnage actuellement. Et je pense que pour l'instant, ça joue toujours. Mais là, ils sont retombés au pile 1,5 par match. 18 matchs et 27 points. On disait, s'ils arrivent avec leur une victoire, une défaite, ils arriveront avec leurs 75 points, ils seront en play-off. Mais là, la pente, elle est un petit peu glissante quand même. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi lié au fait que les joueurs suisses sont un petit peu à la peine. Et l'absence de Tanner Richard est une des raisons, parce qu'on parlait des absences de Sprunger et Bikoff pour expliquer ça avec Fribourg-Gotteron. Je pense que l'absence de Tanner Richard, elle est au moins autant importante que celle de Sprunger et ou Bikoff, surtout Sprunger, je pense. Si Richard revient, ça va élever le niveau de Wingels, ça va refaire une première ligne comme prévu avant la saison. Et je pense que le puzzle, il va être plus fini ou plus cohérent derrière. Mais actuellement, il y a un trou, clairement. On parle d'un centre qui peut jouer première, deuxième ligne, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est un joueur du top 6, qui plus est centre, qui gagne des engagements. On parle pas d'un défenseur numéro 7, quoi. Donc, c'est complètement logique ce que tu dis. Genève, en fait, avant la pause, a encore un match. Je pense que celui-là, contre Lugano, vendredi, au Vernet, à la maison. Ouais. À la maison, ils sont pas passés loin contre Zug. C'était pas, ils ont pas été ridicules du tout. Ça va pas passer au final, pas de problème, t'as le droit, c'est Zug. Bien sûr. Contre Lugano, t'as aussi le droit de perdre, c'est clair. Mais par contre, tu sais que ce match-là, il va être diablement important pour la suite du championnat. Comme ça, tu peux vraiment faire une pause, recharger les batteries des jeunes. On a vu Smirnovs, Maillard, Lecoultre. Ils ont été super. On remet absolument pas en cause le talent de ces jeunes, leur qualité, la façon dont Patrick Aymon les gère. Je crois que Dieu sait si à ce micro, on a été dithyrambique. Dithyrambique sur la ligne prise par cette équipe de Genève Servette, par l'organisation de Genève. La direction est bonne et on peut que les encourager dans cette direction, mais ça implique des moments comme celui-ci et c'est là où je me réjouis de voir comment ils vont réagir. Et surtout,
juste pour continuer sur le calendrier, exactement, tu as Lugano à la maison avant la pause, mais derrière, c'est à Fribourg et à Davos. Pas simple. Disons que si tu arrives dans la pause avec une victoire contre Lugano, les 3 points en banque, t'es un peu plus tranquille déjà pour travailler durant tes 10 jours. Ouais. T'es pas sur une série de 2 défaites, t'es pas sur 3 défaites en 4 matchs. Tu relances peut-être quelque chose, puis tu te permets de refaire un petit décalage avec la barre. À l'inverse, Davos et Fribourg sont potentiellement juste derrière avec leur match en retard. Ouais, ça va être sympa de voir comment Genève va réagir. Tu parlais des étrangers, ça me fait penser que Eric Fer, quand il était signé, on se posait la question, il y avait des gens qui disaient c'est un faux lent, parce qu'avec son âge, on se disait c'est son profil d'attaquant, 3e, 4e trio NHL, comment est-ce qu'il arrive à transcrire et comment ça va se traduire en Suisse sur le but qu'il met mardi soir. Il se fait checker, il tombe sur ses genoux, il se relève tout de suite et il vient mettre... On voit qu'il a des bonnes mains, on rappelle que c'est un premier tour de draft. C'est là qu'on voit que quand même les scouts l'avaient identifié. Après ça, c'est peut-être pas passé comme il fallait pour sa carrière en NHL en tant que premier tour, mais je me suis dit, dans un petit espace, il vient vers le but, il vient à 1 mètre 50 cm du goal, il va près du gardien, puis il va gratter ce but. Ça, quand l'équipe, elle est... Ouais, tu connais peut-être, on parlait de trou d'air, ou tu connais un coup de moins bien, ou un power play, ça marche pas. D'avoir des mecs qui vont tout devant, dans le slot, qui se posent même pas la question, en fait. Lui, c'est dans son ADN, il a l'habitude, c'est comme ça qu'il joue, c'est dans les petits espaces. La NHL, on avait vu quand les Flyers étaient venus contre Lausanne, à la fin de match où Lausanne, c'était une pataugerie pas possible, parce que les Flyers ont resserré leur jeu autour du but, et finalement, ça pioche, et ils arrivaient à marquer des buts qui étaient pas très beaux, mais ça rentre. C'est un peu ce style-là que Fer amène. Et finalement, ce style nord-américain, pour Genève, je pense en ce moment, malgré la défaite, c'est très positif. Ouais, complètement. Et effectivement, il a déjà 6 buts. Les meilleurs buteurs de Genève, c'est Winnick avec 7, c'est Fer avec 6, Wingels avec 5. Ouais, si tu vois où ils sont tes buts, quoi, c'est tes joueurs étrangers. Là aussi, on parlait du trou d'air de Cody Almond, qui est une habitude, une marque de fabrique presque, on pourrait dire. Si on regarde aussi Denis Smirnov, c'est 17 matchs, 10 points. D'instinct, tu dis waouh, c'est vraiment... Si on nous avait dit ça avant la saison, on aurait été épatés. C'est 5 matchs, 0 points. Là aussi, c'est une implication. En Amérique du Nord, on aime bien le terme de rookie wall. Donc, c'est le mur que frappent les jeunes joueurs au moment où ils arrivent dans la ligue. Au moment où tu te le prends. C'est une évidence parce que le corps, il a besoin de son second souffle. Et que les autres s'ajustent. Enfin, il y a plein de facteurs. Hein. Exactement. Et là, on est en plein dedans. C'est un joueur, c'est un 99. Donc, il a 20 ans. C'est un joueur qui va rebondir. Et moi, je pense même assez rapidement. Mais actuellement, le rookie wall, il est vraiment en train de se le ramasser. Et malheureusement, le problème, c'est que l'idée de base, c'était de dire plus les joueurs méritent leur temps de glace, plus ils en ont. Et quand on sent qu'ils sont un peu moins bien, on les descend un petit peu. Le problème, c'est que Smirnov, s'il est centre, et Tanner Richard est absent. Donc tu peux moins compter sur Richard pour prendre une plus grande place et puis donner 3-4 minutes de plus à Richard. Puis du coup, Smirnov, tu le descends à 12, 11 ou 10 minutes. Puis tu continues à lui donner du powerplay parce qu'il est bon. C'est ça. Et puis... Sur 10 minutes, peut-être que physiquement, il va être un peu plus facile ou un peu moins marqué et donc être un peu plus efficace. Et ça, ils n'ont pas ce luxe actuellement. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin la période un peu difficile qu'il est en train de vivre. On se souvient aussi qu'il a eu des vertiges. Hein. Oui. La semaine dernière, il a dû passer à l'hôpital pour faire des tests. C'était comme les images du hors-jeu de Lausanne, c'est non concluant. Donc là, en l'occurrence, c'était une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est plein de petits paramètres actuellement qui sont en train de s'ajouter les uns aux autres. Mais globalement, c'est 3 défaites en 4 matchs. Ce match de Lugano, il ne faut pas déconner, entre guillemets, parce que tu peux justement faire que le bilan de ces 2 dernières semaines tient la route. Si tu perds, là, ça devient compliqué. Il y a Loïc Glana qui nous pose la question de Roger Carrère en disant mais je me rappelle, Jean-Fred, il avait dit que, entre guillemets, c'était un mauvais transfert. Hein, vraiment, les guillemets, parce que je dis rarement, je me permets rarement de juger en disant que c'est mauvais. Et qu'est-ce qu'on en pense ? Alors, après 18 matchs, Carrère a 6 points, 3 buts, 3 assists. Effectivement, il me surprend. Je pensais pas forcément qu'il
il allait marquer autant de buts, parce qu'avec Zurich, on se rappelle, c'était un défenseur qui était censé être un bon défenseur offensif, et il aurait dû avoir cette production-là. À Zurich, ça s'est moins matérialisé. À Genève, il a un peu plus de responsabilité de temps de glace pour le faire. Maintenant, je pense qu'il va rentrer dans le rang aussi, tout simplement, tu parlais de Lecoultre, mais avec Tom Ernest qui reprend son rôle sur le powerplay, il y a peut-être moins de temps de glace aussi pour ces joueurs-là, mais c'est joli ce qu'il est en train de faire. C'est rigolo quand même si tu regardes les matchs joués par Carrère depuis le début de saison. Il a marqué 6 points, tu as raison, 3 buts, 3 passes décisives. Mais c'est très groupé. Hein. C'est en 3 matchs. Il y a une semaine où il a pris feu, du 5 octobre au 12 octobre, il met tous ses points. Le reste du temps, 0. C'est étonnant, je trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'il joue mal, etc. Pas du tout. Alors, puisque sur les premiers matchs, Genève a une bonne séquence et il répond présent au niveau de son jeu défensif. Simplement, voilà, on le voit moins sur la feuille des marqueurs. Exactement, mais je pense que c'est lui, sa progression, elle est bonne à Genève. Moi, j'aime bien le voir jouer. Je le trouve solide et il apprend en fait lui aussi, mais c'est déjà son record. Sa meilleure saison en carrière, c'était 6 points, que des passes décisives. Il a égalé son record en carrière en 3 matchs. C'est pas mal, je trouve. Et là aussi, niveau attente, faut faire attention à pas les placer trop haut. Lui, comme Simon Lecoultre aussi. Lecoultre, moi, m'étonne plus que Roger Carrère. Oui, parce qu'il n'avait pas l'excuse de la National League. C'est-à-dire Carrère, il sait déjà quel est le niveau. Lecoultre, il vient des rangs juniors, donc le step, il est plus haut. Il est censé être plus haut, et j'ai pas l'impression que ça l'impacte autant que ça. Il a pas mal pris le relais de Tom Ernest sur le premier powerplay lorsque celui-ci était blessé. Là, il revient dans la deuxième vague du powerplay. Il est peut-être un petit peu moins mis en lumière, mais je pense que ce qu'il a pu grappiller ça et là, ça va vraiment l'aider à moyen terme. Puis 18 matchs, 7 points. Après justement, ces 18 premiers matchs professionnels, c'est quand même c'est assez louable, je trouve. On en profite encore pour prendre 2 de vos questions de manière plus générique. Comment ça se passe avec les stats ? C'est Manfred qui pose la question pour le temps passé sur la glace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va noter chaque shift comme ça ? Alors, oui. Il y a 2 voire 3 statisticiens dans chaque patinoire avec un iPad sur lequel il y a une application dans laquelle ils rentrent En fait, ils sont là à dire 15, 22, 36, 42 et 14. Puis l'autre appuie sur les boutons pour les avoir au bon moment. Et je pense que c'est pas une science exacte, mais c'est plutôt assez proche de la réalité à 1 seconde près, par-ci, par-là. Ces gens, j'aimerais pas vivre leur match, parce qu'ils doivent pas voir grand-chose, les pauvres. Mais les fois où je suis à côté d'eux, je suis assez impressionné. Donc oui, le time on ice est pris manuellement dans les patinoires. Ça me fait penser que quand j'étais en Amérique du Nord l'année passée pour voir Nico Hischier à Wildlanders, j'avais un gars à côté de moi, pas très sympa d'ailleurs, parce que j'avais dit bonjour, j'avais été reçu de manière assez froide. Il avait alors c'était pas un iPad, c'était plutôt un attel, on va dire, et il avait, avec son doigt, il était tout le temps en train de prendre la hitmap. En fait, où était le puck en permanence. Alors, tu disais que ça devait pas être très drôle. Là, c'était la même chose. À part pendant les arrêts de jeu, il était tout le temps en train de... ça partait dans le coin gauche, il avait son doigt dans le coin gauche, après ça remontait, etc. Pour avoir où étaient les zones d'influence du match, pour après les transmettre à un site. Je trouvais ça assez amusant. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi quelques fois, c'est souvent à Ambry où je me retrouve à côté de ces gens. Pour ceux qui parient, on rappelle, ce n'est plus permis en Suisse, à part les gens qui sont sur la Loro, vu que tout le reste est interdit. Il y a les paris en live, surtout il y avait, vu que la Loro ne le propose pas. Et on peut parier en direct sur les matchs. Et il y a tout le temps quelqu'un qui est aussi présent au bord de la patinoire et qui arrête le temps, qui reprend le temps, qui met les scores, les powerplays, etc. pour que ce soit avant transmis au site de Paris, pour qu'ils puissent fermer les cotes et ajuster les cotes. Et il y a un peu tout ce petit monde qui gravite autour des matchs qu'on ne voit pas forcément quand on est dans les tribunes. Mm-hmm. Et puis aussi, passage express de Spooner, c'est Thomas Christina, passage express de Spooner à Lugano. Est-ce que c'était le joueur qui n'était pas prêt? Est-ce que c'est un conflit de personnes? Est-ce qu'il a pensé que c'était trop facile en Suisse? Conflit de personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, penser que c'était trop facile en Suisse.
Moi, je pense que quand un joueur, après 2 matchs sur la glace, ne remet plus un patin sur la glace, je peux imaginer que son coach n'était pas très content de ce qui s'est passé sur ces 2 matchs-là, parce qu'il ne lui a plus redonné sa moindre chance. C'est assez incompréhensible, honnêtement. Il y a une info que j'ai pas réussi à confirmer, donc peut-être que là, alors c'est vraiment à prendre avec du conditionnel, mais moi, on m'a dit que Nat Dominichelli était l'agent de Spooner, et c'est lui il était dans l'agence qu'avait Spooner, et Dominichelli était là. Sports Corporation, ça fait rare. Et j'ai pas réussi à me le faire confirmer, il est plus chez Sports Corporation, Spooner. Mais si c'est Dominichelli qui fait venir Spooner et Spooner est mécontent et après part en Russie, je pense que c'est assez piquant. Mais quoi qu'il arrive, et si ça c'est vraiment avec du conditionnel, par contre, c'est un des premiers gros transferts de Dominichelli et c'est un des premiers gros flops de Dominichelli. Donc, ouais, je me demande quand même si les prochains moves, il va pas être un petit peu sous pression le bonhomme. Parce que re-signer les gars, Bertaggia, Fazzini et compagnie, C'est plus simple. Hein. très bien, ils sont là, c'est des gens de... C'est normal qu'ils vont re-signer. Ouais, en anglais, on dit le hometown discount. Tu acceptes moins d'argent pour rester dans ta ville, en fait. Exactement. Et là, avec Otama, je crois que ça se passe pas très bien. Donc, avec Spooner, ça se passe pas très bien. Là, ils ont engagé quelqu'un pour remplacer Otama. Postma. Voilà. Moi, on m'a déjà dit que ce serait un flop. Alors, je me réjouis. C'est pas la même personne qui m'avait dit que Max Verne serait un flop à Lausanne, mais le même genre de personne, disons, et le même. Donc, j'ai tendance à croire que ça vient pas de n'importe où. Ok, je me réjouis de voir la suite de Nat Dominichelli, disons, parce que pour l'instant, je suis plus que insatisfait, disons, ou plus que dubitatif. Puis dernière question, c'est Lionel B qui nous demande Lutti et Leuenberger critiquaient la surenchère. Et là, on commence à parler de 800 000 francs pour Colin Anderson. Jusqu'où est-ce qu'on va aller ? Est-ce qu'on va aller jusqu'au million ? Je pense qu'on va aller jusqu'à la fin du contrat MySport. Et on va aller jusqu'à la fin du contrat. On est en saison 3 du contrat MySport. Il en reste sur 5. 2. Là, les clubs vont gentiment commencer à se dire « Ouh, mais attention, là, si je signe Anderson pour 4 ans, les 2 dernières saisons, il y aura peut-être plus de 35 millions qui vont tomber, donc plus d'1 million par club dans les caisses. Méfions-nous un petit peu. Je pense que gentiment, l'inflation risque de se freiner. Pour cette raison, c'est pas la seule raison, hein, on est bien d'accord. Tous les clubs ont plus de rentrées, tous les clubs ont une nouvelle patinoire, ça va générer... Donc, les rentrées seront toujours là, mais il y en aura quand même une en moins. Ou en tout cas qui sera moins importante. Et je pense que ça va gentiment freiner. Et Colin Anderson, aussi au passage, il a une chance inouïe. C'est presque d'être le seul défenseur d'impact disponible sur le marché, en fait, en étant suisse. Tu dis chance, moi je dis que c'est un excellent agent. Et on a une autre question qui nous a été posée. Pourquoi Kari Jalonen a signé pour une année à Berne et qui a accepté de prendre ce risque ou qui a pris ce risque ? Et si tu réfléchis à l'état des entraîneurs l'année prochaine, un nom au hasard, hein, mais Dan Tangnes est en fin de contrat à Zouk, par exemple. Juste comme ça. Anthony Otto, hein, pour la question de et je pense qu'un bon agent va aussi savoir à quel moment il faut mettre son joueur sur le marché et à quel moment il ne faut pas le mettre sur le marché. Reto Berra a été sur le marché à un très bon moment, par exemple. Donc, d'avoir il y a des fenêtres où il fait bon être sur le marché. Je pense que pour Anderson, c'est une très 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 bonne fenêtre, mais je ne pense pas que c'est un hasard. On voulait encore parler de NHL, mais pas le temps. On a parlé beaucoup trop de Fribourg-Gotteron au début, mais en même temps, il y a 2-3 choses à raconter là-bas. Hein. Le focus est sur eux en ce moment, ça risque de changer en cours de saison. Puis si on avait des caméras à l'Inhibu, on n'aurait pas parlé des hors-jeux. Voilà, donc c'est pas notre faute, on remet la faute sur les autres. Mais toujours est-il qu'on arrive à la fin de ce 10e épisode de la saison, le temps passe vite. Semaine prochaine, un peu plus light, vu qu'il n'y a plus qu'une journée avant la pause de l'équipe nationale. D'ici là, on est prêt à écouter vos questions. On essaie de travailler à vous organiser une surprise pour ces prochains épisodes. Stay tuned, comme on dit pas. Et en attendant, Instagram, Twitter, écoutez-nous sur SoundCloud, Spotify. On est présent sur YouTube pour ceux que ça arrange. Puis abonnez-vous, c'est jamais perdu. À bientôt.